Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc docteur Thomas Baranek, si je ne m'abuse, C'est ça, enseignant-chercheur et immunologiste. Immunologiste, c'est mieux. Hein. c'est ça, immunologiste. Ça commence bien. À l'INSERM et à l'Université de Tours. C'est ça. Et vous êtes docteur Antoine Guillou, Exactement. maître de conférence à l'Université de Tours et praticien hospitalier au sein de la même équipe de recherche, tous les deux. Exactement. C'est ça. J'ai bon? Bon. Tout est bon. Jusqu'ici, ça va. Donc, merci de me rejoindre pour une petite discussion plutôt détendue autour du Covid, de l'hôpital au laboratoire. Non, je m'étais dit que je ne ferais pas de blague. Je ne ferai pas de blague. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou toutes les blagues que je ne pourrais pas faire, que vous voulez faire vous, dans le chat que je pourrais lire en direct si vous avez des questions à faire remonter à nos intervenants. N'hésitez pas. Donc, nous sommes partis sur un débat sur l'étude du Covid comme objet de recherche, finalement. Si je comprends bien, vous travaillez là-dessus. Exactement. Ouais. Voilà, donc tout va bien. Vous êtes au bon endroit. Donc, je propose qu'on commence par discuter de ce qu'est la recherche translationnelle. Je fais comme si je savais ce que c'était. Donc, si je comprends bien, c'est le fait justement de mélanger la pratique de la médecine, la pratique clinique, j'emploie pas les bons mots, je suis absolument désolée. Parfait, Si, c'est bon, ok. Et la recherche fondamentale. Est-ce que, je crois que Antoine, c'est ta spécialité? Pardon. Alors, Si, c'est non, bon. je c'est sais pas. ça. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Hein, donc on peut dissocier on pourrait dissocier deux types de recherche. La recherche fondamentale qu'on fait au laboratoire expérimentale, et puis la recherche clinique qui est plus au lit du patient. Et ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est l'association des deux, en fait, de la recherche fondamentale au lit du patient ou inversement, quoi. D'accord, et c'est ce que vous faites en l'occurrence? Exactement. Ouais. Mm. La recherche translationnelle, c'est d'être tous les deux à côté, un chercheur, un médecin, et d'être capable de communiquer très facilement et d'avoir les mêmes thématiques, quoi. Et quel intérêt ça a? Pourquoi, à quoi ça sert de faire ce type de recherche-là? Ça sert peut-être à casser les frontières, à ce qu'il n'y ait pas des mondes trop clos, que ce soit vraiment la recherche très expérimentale, basique au sens développement des connaissances, et avec une recherche peut-être plus appliquée, plus finaliste. Et donc ça permet comme ça, en tout cas on l'espère, hein, d'avoir une vision plus transversale et d'aller chez l'homme de façon plus rapide. D'accord, très bien. Je propose maintenant qu'on attaque le vif du sujet, le Covid. Allons-y. Allons-y. Même pas peur. On est là pour ça. Donc Antoine, en préparant ce débat, car oui, ils sont préparés malgré les apparences, tu me disais que le Covid, c'est finalement 2 maladies en une. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, alors c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a d'abord le Covid qui touche beaucoup de gens et les gens s'en sortent très très bien avec très peu de maladies. Et chez peu de patients, il y a un Covid qui est très grave et qui peut conduire en réanimation. Et sur ce Covid-là, très particulier, il y a 2 maladies en une. On peut dire qu'il y a d'abord une phase infectieuse, où il y a un virus qui se réplique et c'est vraiment une maladie infectieuse. Et puis secondairement, une phase plus inflammatoire, où là, c'est la réponse inflammatoire qui finalement est plus délétère. Le poumon se transforme en bombe inflammatoire et c'est ça qui crée les symptômes. Et donc, c'est un peu caricatural de dire que c'est 2 maladies, mais il y a quand même 2 temps dans la maladie qui sont un petit peu séparés. Et les patients qui sont chez nous, en réanimation, ils sont plutôt dans la 2e phase. D'accord, donc c'est le système immunitaire qui s'emballe. Finalement. Exactement. Et est-ce qu'on sait pourquoi il s'emballe chez certaines personnes et pas d'autres? Bonne question. Non, Pardon. Hein. non, c'est une bonne question. Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Non. On ne sait pas, on ne sait pas. Et ça fait partie de l'objet de nos recherches, mais effectivement, non, on ne sait pas pourquoi le système immunitaire qui était bénéficiaire dans un premier temps devient délétère dans un second temps, et ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre. D'accord. Et justement, vos recherches, qu'est-ce que vous étudiez en ce moment? Vas-y, attaque. Alors, je commence, ok. Donc en ce moment, on avait effectivement cette étude clinique où on s'intéresse donc à une population de cellules, donc de leucocytes ou de globules blancs, donc les cellules de l'immunité, une population un peu particulière qui s'appelle les lymphocytes T non conventionnels et qui sont importantes en fait dans ces infections et donc pour combattre le virus. Donc évidemment par rapport à cette pathologie, on ne connaissait rien du tout entre ces cellules et ce virus. Et donc nous, on travaille sur ces cellules et savoir ce qui peut se passer, ce que font ces cellules, leur action dans cette pathologie virale.
D'accord. Et vous les prélevez où ces C'est nous. cellules? Quels sont vos Désolé. matériels Non, Chez mais vous. justement, on parlait de la recherche transactionnelle, c'est ça en fait. Ouais. C'est cette capacité à bien s'entendre, bien communiquer, être très efficace dans toute l'organisation de la recherche pour qu'on puisse avoir des échantillons humains, échantillons biologiques, donc du sang ou des crachats, et puis qu'ils soient analysés tout de suite en fait. On ne peut pas les congeler, etc. Donc dans la même journée, ils sont analysés dans un laboratoire de recherche qui est expert sur ces thématiques-là. D'accord. Et juste, je précise que Mhm. tous ces échantillons sont pris dans un cadre légal très très strict, qu'on respecte. Et voilà, ça c'est important de le préciser. Oui, comment ça se passe justement ce cadre comment vous êtes encadré pour ce Alors type de d'abord, prélèvement? tout ce type de recherche doit être validé par des instances qu'on ne va pas décrire ici, mais notamment un comité d'éthique. Mhm. Et tout échantillon qui est prélevé après information et autorisation du patient. Alors les patients chez moi sont en coma, donc on se tourne chez la famille et on leur demande leur autorisation. Si c'est oui, et si c'est non, c'est non. Voilà, c'est très transparent. D'accord. Juste si je peux rajouter quelque chose, alors tout ce protocole que vient de décrire Antoine, ce sont des mises en place qui sont très lourdes. Et donc si on a pu faire tout ce travail, c'est que tout ce travail de protocole avait été fait auparavant. Et on travaillait déjà donc, sur ce type d'échantillon et sur le même type de patient qui était en réanimation, donc bien sûr qui n'était pas atteint du Covid, parce que le Covid n'existait pas, mais qui était atteint d'autres pathologies pulmonaires, comme la grippe par exemple. Et on faisait déjà exactement ces mêmes études, en tout cas la même philosophie, la même approche, quoi. D'accord. Et vous étudiez aussi les lymphocytes T non conventionnels, Oui, tout pareil? ouais. D'accord. Alors en fait, ils ne sont pas là, mais on va les citer, comme ça ils nous verront peut-être. C'est Yuen Jean qui a fait sa thèse, sous la direction de Christophe Paget, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Oui, j'ai oublié de le mentionner, effectivement, on regrette que Christophe Paget ne puisse pas nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'il a eu un empêchement, mais on pense fort à lui. Et on regrette, Merci. mais on espère qu'il nous regarde. Par contre. Oui, on espère qu'il nous regarde. Il a intérêt à nous regarder. Et donc, comme dit Thomas, il y avait cette dynamique créée et grâce à un effort collectif, ça a pu être très vite réorienté pour réagir sur le Covid. D'accord, très bien. Et alors, en l'occurrence, les lymphocytes T non conventionnels sur le Covid, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, ce qu'on a découvert, c'est qu'on observait une diminution de ces cellules dans le sang des patients, donc qui étaient atteints de la forme grave. Alors, on parle que de la forme grave ici, parce que nous, on n'a travaillé que sur cette forme-là. Et donc, chez ces patients, on a une diminution du nombre de ces cellules, et on voit une activation très forte de ces cellules. Et ce qui est intéressant et vraiment original dans notre étude, c'est que, comme l'a dit Antoine, on a aussi accès donc, au crachat des patients. Et on a... Pardon? Bon appétit. Ouais, bon appétit, c'est comme ça. Rien de super. Ou les crachats des patients, les glaires des patients. Et donc, on a vu par contre une augmentation de ces cellules. On a vu donc, ces cellules en très grande quantité dans le compartiment pulmonaire, dans les poumons des patients. Voilà. Donc, il y aurait une migration de ces cellules jusqu'aux poumons? C'est une hypothèse, effectivement, qu'on n'a pas pu pour le moment démontrer très clairement, mais effectivement, ça fait partie de nos hypothèses, que ces cellules seraient dans le sang, elles s'activeraient et elles passeraient dans le poumon. Le poumon, c'est le lieu où le virus est présent en plus grande quantité pour aller aider à détruire à participer à la destruction de ce virus. D'accord, donc c'est une bonne nouvelle cette concentration des lymphocytes T dans Ce qu'il faut peut-être préciser en plus, c'est que c'est des cellules chefs d'orchestre. Donc c'est-à-dire qu'elles vont arriver dans le poumon et elles ont un rôle après de modulation de l'inflammation très important et elles sont hyperactivées. Alors, ça, c'est plutôt lié à la gravité. Et après, c'est difficile de savoir qui de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire qu'elles sont hyperactivées, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est ce qui a permis de détruire le virus, mais elles sont hyperactivées, c'est peut-être une mauvaise nouvelle parce que peut-être qu'il y a une boucle d'amplification qui fait qu'on n'arrive plus à leur dire maintenant c'est bon, on peut diminuer, quoi. Et donc pour l'instant on en est là. On a fait un peu la cartographie en disant effectivement elles sont recrutées dans le poumon, hyperactivées et on a du mal à les inhiber. Mais la suite, pour l'instant, il faudra le faire, on ne sait pas encore. D'accord. Hyperactivée, qu'est-ce que tu entends par là? Hyperactivée, ça veut dire qu'elles sécrètent énormément de médiateurs inflammatoires, qui s'appellent des cytokines, et qu'elles vont appeler à l'aide d'autres cellules inflammatoires. D'accord. Et donc cette concentration de ces cellules-là dans les poumons, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, en somme? Eh bien, on ne sait pas. On sait pas. Non, on sait que c'est corrélé à la gravité. C'est-à-dire que si on fait une courbe de gravité chez les patients, sur des critères d'oxygénation par exemple,
Les patients qui sont les plus graves parce qu'ils ont le moins d'oxygène dans le sang et qui nous inquiètent le plus en réanimation, c'est ceux qui ont le plus de cellules dans le poumon et les plus activés. Donc on peut faire ce lien entre les deux, mais on ne peut pas faire un lien de cause à effet par contre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont graves parce qu'il y a beaucoup de cellules ou s'il y a beaucoup de cellules parce qu'ils sont graves. Et ça par contre, il faudra revenir à la paillasse. La paillasse, c'est au laboratoire, faire des manips expérimentales sur différents modèles et puis essayer de les inhiber, de les augmenter pour voir si c'est elles qui induisent la gravité ou l'inverse. Et donc là, il va falloir un peu sortir du malade, aller trouver la solution à la paillasse et puis peut-être revenir sur le malade quand on aura la solution. D'accord, très bien. Et juste pour expliquer, ces lymphocytes T non conventionnels, qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on n'en a pas parlé plus que ça. Alors, c'est des cellules qui sont un petit peu compliquées pour expliquer leur fonction. On peut dire qu'elles sont très récentes dans la découverte. Oui, alors on peut dire effectivement que c'est des cellules qu'on connaît depuis peu longtemps. On connaît depuis très longtemps ce qu'on appelle, donc, si on parle de cellules T non conventionnelles, c'est qu'on a des lymphocytes T qui sont conventionnels. Ce sont les lymphocytes T qu'on connaît très bien, classiques, qui sont donc capables de développer notre réponse immunitaire adaptative. Alors juste pour vraiment... C'est trop compliqué là, pardon. Alors, la base du système immunitaire. Alors la base, alors faire un petit cours. Juste très rapidement, la base du système immunitaire, donc c'est que notre organisme développe une réponse pour détruire un agent étranger à notre organisme. Donc cet agent étranger, en l'occurrence ici, c'est un virus. La réponse immunitaire va se placer, on peut le faire de façon simplifiée en 2 temps. Il y a une première réponse qui est très très rapide, qu'on appelle le système immunitaire inné. Et on va avoir donc des cellules de ce système qui sont capables de répondre, de se rendre compte qu'il y a une infection et de répondre tout de suite à cette infection. Et donc ça, c'est ce qui se passe en quelques heures, ça se met en place en quelques heures quand on est infecté par un virus. Ça, c'est les macrophages? Alors il y a par exemple, effectivement, les macrophages. Effectivement, ouais. Les macrophages en font partie et au niveau du poumon, c'est vrai que les macrophages sont importants. Et puis donc ensuite, cette immunité ne suffit pas tout le temps pour détruire complètement l'agent pathogène, le virus. Et donc on a dans un deuxième temps ce qu'on appelle l'immunité adaptative, qui elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus forte pour finir en fait le travail qui avait été commencé par l'immunité innée. Et là, c'est qui alors? C'est les lymphocytes T. Exactement. Oui, lymphocytes. C'est une réponse en spécifique. Ouais. Ah. Ouais. D'accord. Non. Si, mais parce que... Oui. Et les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et juste pour en revenir à nos cellules d'intérêt, les lymphocytes T non conventionnelles, elles ont la particularité d'être un peu entre les deux. Voilà. Donc elles ont des caractéristiques des lymphocytes T, donc de l'immunité qui est retardée, qui arrive plus tard dans l'infection, et des caractéristiques de l'immunité innée, donc qui arrivent très rapidement dans l'infection. Elles sont vraiment particulières, ces cellules, par rapport à leur positionnement dans ce système immunitaire, dans cette réponse immunitaire. Et ça fait pas longtemps qu'on les connaît, celles-là? C'est ce que vous me disiez? Oui, non, ça fait pas longtemps, non. Ouais. En fait, c'est un peu une rupture dans notre façon de classer les choses, d'imaginer des lymphocytes qu'on est propriété de l'immunité innée. Et ça, c'est très récent, ouais. Je ne sais pas, très récent, ça veut dire une dizaine d'années, quoi, en gros. Oui, un peu plus. Un peu plus, mais c'est comme ça, la connaissance. Donc, c'est une dizaine d'années qu'on a vraiment mieux cadré ça. D'accord. Non, c'est bon. C'était déjà... C'est bon. C'est dans la boîte. Non, mais l'immunité en 3 minutes, c'est pas mal, Thomas. Oui, franchement, oui. Bravo. Merci. D'accord. Et ces lymphocytes non conventionnels, vous les avez étudiés aussi, tu disais, avant le Covid, sur quel genre de maladie ou de syndrome? Elles sont étudiées dans énormément de maladies. Elles sont importantes, notamment dans le cancer, dans certaines infections autres qu'au niveau du poumon. Mais nous, vraiment, notre spécialité donc, dans cette unité INSERM, c'est vraiment de se focaliser au niveau de s'intéresser aux pathogènes du poumon. Et donc, effectivement, on travaillait sur, avant, 2 pathogènes qui étaient importants en clinique, et donc, qui sont le virus de la grippe, et puis une bactérie qui s'appelle le pneumocoque, donc on connaît. Donc, 2 pathogènes contre lesquels il existe des vaccinations, mais qui restent des problèmes de santé publique et qui restent des problèmes pour les patients qui arrivent en réanimation. Et donc, on pouvait travailler déjà sur ces patients. D'accord.
Et est-ce que vous avez découvert des choses particulières sur ces lymphocytes T dans d'autres maladies? Non, mais si, en fait, le temps de la recherche est un peu fou parce que donc Yuan Zhuang, qui est le thésard qui avait travaillé dessus, avait fait plein de découvertes, mais qui n'avaient pas encore été complètement finalisées. Et puis boum, il y a eu enfin je dis ça, si en plus ça a été finalisé, mais ça a eu un impact différent parce que dans le temps, on s'est focalisé encore plus sur le Covid. Mais oui, il y a eu des découvertes qui ont essentiellement montré leur importance. Et ces lymphocytes T non conventionnels, ils pouvaient paraître minoritaires, donc c'est pour ça qu'on les a oubliés pendant des années. En fait, ils ne sont pas si minoritaires que ça, et surtout, ils ont un rôle de chef d'orchestre qui fait qu'ils sont vraiment importants. C'est-à-dire que le nombre ne suffit pas à être important, il y a aussi la qualité de la fonction. Quand tu dis chef d'orchestre, il contrôle quoi d'autre? Ils contrôlent le recrutement d'autres lymphocytes, et ils sont capables d'à la fois exciter ou calmer, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une fonction un peu dans les deux sens. D'accord, ok. Une de leurs fonctions principales, c'est de produire ces médiateurs de l'inflammation. Et par la production de ces médiateurs de l'inflammation, vraiment contrôler l'intensité, la force, la durée de la réponse immunitaire. D'accord, merci. Je propose qu'on passe au sujet suivant, le Covid. Non, pour parler plus généralement des pistes de traitement. Question qu'on se pose un peu tous. Quelles sont actuellement les pistes de traitement sérieuses envisagées face au Covid et où on en est de tout ça? Est-ce que Antoine peut-être? Oui. Alors d'abord, il faut qu'on se décide si c'est un ou une, mais je crois qu'on dit c'est pas grave, parce que c'est le ou la Covid. Alors, Moi, je dis le Covid, mais c'est comme vous voulez. Bon, ok, ça marche. Alors, piste de traitement, il y a eu beaucoup d'émotions autour de tout ça, beaucoup de dits, de non-dits. Donc, la difficulté première, c'est ce qui est dit un jour peut être fausse le lendemain. Donc, comme c'est filmé, on peut faire attention à ce qu'on dit. Ce qui est dur là actuellement, ce qui est vraiment sorti comme information, c'est essentiellement les corticoïdes qui ont démontré leur action sur les patients les plus graves pour justement modérer cette inflammation, donc en deuxième partie de maladie plutôt. Il y a à l'heure actuelle 4 études qui clairement ont démontré ça. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Ok. Et donc là, voilà, ça a vraiment fait partie des recommandations actuelles. Et donc là, il y a quand même un guide qui est assez maintenant clair par rapport à ça. Donc ça, c'est pour cadrer l'inflammation liée à la maladie. Mais ce qu'on voudrait quand même, c'est tuer le virus. C'est ça ce qui serait le mieux. Et pour l'instant, on n'a pas d'arme secrète qui vraiment émerge. Il y a un antiviral qui s'appelle le Remdesivir, avec une étude qui est sortie là très récemment, qui semble montrer un effet sur cette molécule, un effet en tout cas statistique sur des patients qui sont plutôt à gravité faible, mais l'effet est assez faible en fait, c'est-à-dire qu'on gagne quelques jours sur la maladie, par contre ça n'a pas d'effet sur les patients graves, c'est-à-dire qu'on prenne ou pas cette molécule, on n'améliore pas ou on ne change pas le pronostic. Donc ces données sont encore un petit peu émergentes pour vraiment voir les recommandations qui vont émerger par rapport à ça. Donc ça c'est les traitements un peu de maladie. Il n'empêche qu'il y a tous les traitements autour, ce qu'on appelle les traitements de support, l'oxygène, cadrer tout ce qui est autour, et ça, c'est pas négligeable, hein, c'est important. Pour la grippe, par exemple, qu'on a tous les ans avec des épidémies importantes, on a très peu de molécules antigrippales qui sont réellement efficaces. Mais on a un vaccin. Mais on a un vaccin, effectivement, important. Ouais. On a un vaccin qu'il faut faire, qui marche très très bien. Et je ne sais pas, le vaccin pour le ou la Covid, je serais bien incapable de donner un délai et si on en aura un. Mais pour la grippe, on a un vaccin, effectivement. D'accord. En parlant de traitement, petite question juste par curiosité. Donald Trump, regretté président des États-Unis, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce genre de choses, président des États-Unis tout court, a été déclaré positif au Covid et il a reçu un traitement à l'hôpital, il est ressorti quelques jours plus tard. En quoi consistait ce traitement exactement? Je ne sais pas si tu as suivi un peu. Alors oui, Donald Trump, il a reçu des traitements par des corticoïdes. Donc si on peut crâner un petit peu quand même, c'est quand même un peu grâce à Tours qu'il y a eu ce traitement-là, parce qu'il n'y avait que 4 études qui ont été faites, enfin 4 études à l'échelle mondiale, dont une à Tours. Et c'est l'étude qui est méthodologiquement la plus forte, donc qui apporte un niveau de preuve assez important. Donc voilà, on a contribué à ça. Je ne sais pas s'il faut être fier du traitement de Donald Trump, mais en tout cas, voilà, on a une responsabilité là-dedans. Oui. Et il a eu ensuite un cocktail d'anticorps que je serais bien incapable de détailler,
qui sont des anticorps antiviraux. Il y en a un qui c'est contre une protéine de surface du virus, si j'ai bien compris, mais ce n'est pas encore hyper clair. Et c'est un anticorps qui n'est pas du tout validé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études cliniques qui démontrent leur efficacité pour le moment. D'accord, donc c'est vraiment en mode cobaye. Voilà, effectivement. D'accord. Effectivement. Ok. Ce qu'on ne fait pas en France, hein. Non, C'est-à-dire oui. que les traitements qui ont été proposés chez nos patients, c'est des traitements qui ont été mis soit dans un cadre d'un projet de recherche très clair, comme on l'a dit tout à l'heure, très balisé, etc., ou soit des traitements qui ont été validés par ces mêmes études et qu'on applique ensuite. D'accord, très bien. Et tu parlais justement des études sur les corticoïdes. C'est l'occasion de crâner, justement. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette étude à laquelle vous avez participé Oui, tous les alors, deux, peut-être Non, pas du tout. Pour le Ah, coup, pardon. alors, c'est vraiment une étude, là, pour le coup, une étude clinique, et uniquement clinique, donc au lit du patient. Alors moi, je peux craindre d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ah, bah alors C'est mon chef de service, Pierre-François Dequin, qui est chef de service de la médecine intensive et réanimation, c'est le service à Tours, qui pilotait une étude sur les corticoïdes dans la pneumonie grave. Et quand le Covid est arrivé, il a pu réorienter cette étude et en utilisant en fait la structure mise en place sur le Covid. Et c'est une étude qui est multicentrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centres en France qui participent et qui incluent des malades dans cette étude, pilotée donc par Pierre-François et puis aidée par l'hôpital et structures de recherche. Et qui a permis dans un temps record en fait d'inclure beaucoup de patients et puis de faire émerger un signal en faveur des corticoïdes. Combien de patients Si je ne me trompe pas, c'est 200 et quelques, puisqu'il y en a 120 dans chaque groupe, il me semble. Ah oui, quand même, effectivement. Voilà. D'accord. Et alors, tu me parlais de l'étude Recovery et toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le déroulé de Alors oui, cette chose en fait, avec le Covid, le temps de la recherche est un peu fou et c'est ça qui est compliqué à gérer. Recovery, c'est l'étude anglaise qui a inclus beaucoup de patients, mais qui n'a pas inclus contre placebo, etc. Donc c'était en ouvert, c'est-à-dire que les patients et les médecins savaient les médicaments qu'ils avaient. Donc c'est bien, mais c'est méthodologiquement un peu plus faible. Et quand l'étude est sortie en juin, elle a montré un signal sur les corticoïdes. Et à partir de ce moment-là, ça a arrêté les études sur les corticoïdes en place parce qu'on avait un bénéfice vers les corticoïdes et ça n'aurait pas été éthique, entre guillemets, de poursuivre une étude où on testait les corticoïdes alors qu'on avait l'impression qu'il y avait un effet. Donc ça a bloqué les études en cours. Il y en avait une dizaine et 4 étaient vraiment avec une méthodologie robuste, 3 essentiellement. Et donc à partir de ce moment-là, tout le monde a arrêté ces études. Et les résultats de tout le monde ont été mis en commun. Et c'est ce qui a abouti, 4 jours plus tard, à une recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour faire des recommandations et appliquer les corticoïdes sur les cas les plus graves. D'accord. Donc vous avez participé à ça. Ah bah oui. Voilà. Ouais, La classe. Non, bah c'est bien. C'est pas bon, à chaque fois, je crâne un peu, mais c'est pas tous les jours que Tours fait changer les recommandations à l'échelle de la planète, 4 jours plus tard, quoi. Donc non, il faut être très très fier de ça. Ouais, félicitations. Merci. Et je les prends pour moi, mais c'est pas moi qui les fais. Donc, C'est un félicitations générales. Alors, le service a participé. À la ville de Tours. J'ai inclus les patients en tant qu'investigateur, mais je ne suis pas à l'initiative de l'étude. Oui, mais quand même, vous avez participé. Exactement. Tu as fait plus de choses que moi, par exemple. Très bien. Et justement, tu disais que le temps de la recherche sur le Covid était un peu fou. Comment ça se passe justement de travailler dans l'urgence comme ça, alors que effectivement les recherches scientifiques d'habitude, je ne sais pas comment ça se passe en médecine, mais en biologie ou dans d'autres disciplines, c'est des trucs qui prennent 2, 3, 4 ans. Comment ça se passe Effectivement, là, le temps de la recherche est complètement différent du temps des traitements d'une pathologie. Et effectivement, classiquement, dans un laboratoire de recherche, ça prend plusieurs années de travail pour développer des idées, développer des expériences. Et surtout, ensuite, il y a beaucoup de temps qui se passe pour que ces expériences et que tout ce travail soit validé par des experts. En fait, dans chaque domaine, il y a des experts qui valident ces travaux avant que ces travaux soient rendus publics dans des journaux scientifiques. Ce qu'on appelle le peer review. Exactement, revue par les pairs. Voilà, exactement. Et dans des reviews scientifiques, ouais, dans des revues, et ça prend du temps parce que ce système, sans compter toute la partie méthodologique et travail, la validation par les pairs peut prendre des fois 6 mois, peut prendre très longtemps en fait. Comment ça se fait? Alors, parce qu'ils refont des expériences chez eux ou Non, pas parce qu'ils ne refont pas les expériences, mais par contre, ils peuvent nous demander de refaire des expériences. Donc, ils peuvent nous dire, OK, ce que vous faites, c'est bien, mais il manque un problème ici, un contrôle ici,
où il y a ça que vous n'avez pas pris en compte, et donc pour améliorer l'étude et pour la rendre justement plus sûre, plus carrée, et qu'on soit sûr des résultats, ils peuvent demander de refaire des expériences, et donc quand on commence à refaire des expériences, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc voilà. Donc là, on comprend bien que pendant le Covid, il n'y a pas eu, ou moins en tout cas, eu ça, dans le sens où si on avait attendu 6 mois pour avoir des premiers résultats, ça veut dire qu'on viendrait juste d'avoir les premiers résultats presque de publication. Et donc, il y a un peu un système, je ne sais pas si on va parler jusque-là, mais il y a un peu un système de... Disons-le. Prononçons le mot. Qu'on appelle des préprints, un système où en fait les chercheurs, dès qu'ils ont fini leur étude, ils la rendent publique à tout le monde. Et donc, avant le système de revue par les pairs. Exactement. D'accord. L'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite, que c'est gratuit et donc que en tout cas, ça rend public la recherche. Et ça permet de faire avancer pour les autres labos qui peuvent lire les travaux qui ont déjà été faits. Et, voilà. Et il y a un gros inconvénient, et le gros inconvénient, c'est que ça n'a pas été contrôlé et qu'il y a des risques que tout ce qui soit dedans soit faux ou en tout cas pas complètement exact et que ça puisse dévier vers des erreurs, quoi, et vers des non-dits, enfin, ou en tout cas vers des choses qui n'auraient pas dû être dites en temps normal, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose globalement qu'il y ait eu de plus en plus d'utilisation de ces serveurs de pré-publication grâce au temps du Covid ou pas pour la recherche? C'est le temps qui le dira, mais je pense qu'on n'avait pas le choix de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a quand même une pandémie qui a flambé, on ne pouvait pas garder nos informations dans des tiroirs et pas les partager avec les autres, donc de toute façon il n'y avait pas le choix. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Après, il ne faut pas interpréter, il n'y a pas une volonté de donner des mauvais résultats. Les gens font du mieux qu'ils peuvent dans un temps record et les labos ont travaillé de façon extraordinaire alors que c'était des conditions difficiles. Mais c'est vrai qu'on s'expose à mettre public des choses qui auraient mérité d'être relues, relues par des relecteurs indépendants qui prennent le temps de relire et puis de donner un produit fini vraiment parfaitement contrôlé. Ce n'était pas possible de toute façon. Mais on verra, peut-être que la science va devenir comme ça, ou peut-être qu'au contraire, on dira, on fait un pas en arrière et puis on revient sur un schéma plus classique. Alors ça existait, ce système c'est pas un système lié directement au Covid. C'est vrai que ça a explosé ces 6 derniers mois, ou cette dernière année, mais c'est un système, ce genre de préprint, donc de pouvoir rendre public avant que ce soit reviewé, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années maintenant. Oui, et c'est relativement très utilisé dans d'autres secteurs, en physique notamment, je sais que c'est très utilisé, mais en biomédecine, je ne savais pas. Non, très peu, non. En fait, ça se développe récemment. En fait. Je crois que la vraie solution, ça va être notre éducation à nous, à bien faire la différence entre un article qui a été relu, peer reviewé, ou un article qui ne l'a pas été, et donc à nous de bien faire la différence entre ces deux types d'informations. Mais c'est vrai au sens large avec tous les buzz qu'il y a actuellement, c'est-à-dire qu'il faut être capable de trier l'information et de savoir ce qui est vraiment solide, de ce qui est potentiellement très intéressant, mais avec des biais potentiels. La même chose pour le grand public et les médias aussi qui relaient ce genre d'études. C'est vrai qu'on a accès à la science en train de se faire, beaucoup plus qu'avant. Et c'est aussi une question de savoir comment la science se fait justement et pas avoir de savoir superficiel sur ces questions. Et il y a aussi une histoire d'emploi du temps, parce que j'imagine que toutes vos journées étaient consacrées à l'étude du Covid par rapport à avant. Comment ça s'est passé Alors, comment votre quotidien était chamboulé par justement le Covid au laboratoire, je vais parler pour le côté laboratoire de recherche, et puis tu pourras peut-être dire après pour le côté clinique. Et effectivement, au laboratoire de recherche, ça a changé du tout au tout. Notre quotidien en temps normal, on va dire, est parasité par plein de choses. Et là, tout le monde était en confinement. On n'avait aucune autre activité que de travailler sur ce projet. Et c'est vrai qu'on est parasité par d'autres choses et puis également par différents types de projets. Et là, tout le monde s'est concentré sur un projet, ou en tout cas au laboratoire, il y a eu 2-3 projets, mais on a vraiment réduit en tout cas le nombre de projets. Tout le monde a travaillé dans le même sens. Et effectivement, ça permet de travailler beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a eu des financements débloqués pour l'étude du Covid ou...
en urgence ou Alors, pas du tout? pas encore, non. D'accord. On n'en a pas encore eu, mais après, on fait encore des demandes pour... on continue, hein, on peut continuer à travailler dessus ou on demande des financements, effectivement. Ouais. D'accord. Et donc, côté clinique? Et ben, côté clinique, on était un petit peu sous l'eau avec les malades, hein, donc on a essayé Ah bon? de dealer avec tout ça. Enfin, surtout, ça a été vraiment très très bien organisé sur notre animation, donc ce qui nous a permis de bien réagir et de ne pas arrêter toute recherche. Donc on a quand même été dynamique sur le plan de la recherche et on a été quand même très occupés par les malades quand même. Oui, j'imagine. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à les soumettre, hein, je peux les transmettre. N'hésitez pas. Je peux peut-être dire un mot, parce que tu sauras mieux que moi en parler, mais on peut justement noter l'importance des infirmières de recherche, justement, qui sont dans les services et qui permettent justement cette recherche translationnelle. Ouais, non, c'est une bonne idée. Il y a un corps de métier qu'on ne connaît pas très bien. Je ne connaissais pas du tout. Bah voilà. Merci. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc, qui sont soit des ARC ou soit ce qu'on appelle des study nurses, des infirmières de recherche. Et donc, dans notre service, on a 3 infirmières de recherche qui sont d'anciennes infirmières de soins et qui ont été dégagées des soins pour servir en fait de relais en fait, pour la recherche entre les médecins et les infirmières. Il y a beaucoup de prélèvements à faire, de protocoles très stricts à respecter. Il y a vraiment et donc c'est un corps de métier à part entier qui est indispensable pour la pratique de la recherche. Et on a de la chance d'avoir 3 infirmières de recherche très précieuses et qui font vraiment très bien leur travail. Et ce qui fait que tout roule, quoi. Tout roule et sans elles, pour vraiment tout vérifier, que tout soit super carré, on aurait beaucoup de mal à faire une recherche d'aussi haute qualité que ce qu'on peut faire maintenant. Eh bien, merci, merci. Ouais, c'est une bonne idée. Merci, bonne idée. Aurélie, Delphine et Véronique, on a une pensée pour vous. Voilà. Qu'on salue. Et ça simplifie le côté, notre travail à nous aussi, parce que effectivement, elles sont au courant donc de tout ce qui se passe du côté clinique et elles nous le relaient et elles nous donnent les échantillons de façon très facile. Concrètement, on avait un groupe WhatsApp avec tous les gens qui travaillaient sur ces échantillons et on pouvait communiquer très facilement par rapport à ça, quoi. C'est grâce au Covid que vous avez mis, c'est pour le Covid que vous avez mis en place ce type de fonctionnement? Les infirmières de recherche, non, elles sont là depuis Non, le groupe WhatsApp et compagnie. Enfin, en l'occurrence, oui. Mais la communication était déjà très facile. Mais là, pour vraiment être très efficace, effectivement, on l'a mis pour cette étude-là, en tout cas. D'accord. Très bien. Tu me parlais, Antoine, quand on préparait ce débat, de la perception du danger du Covid par rapport à d'autres maladies. Est-ce que tu veux nous en parler? J'ai dit ça avant? Oula, tu m'avais parlé de ce genre de choses. Si tu veux ne pas en parler, tu peux juste me dire Armand Normande, ça marche aussi. Non, c'est une question difficile et sujet de beaucoup de débats. Je crois que les infections respiratoires au sens large, on a une perception qui est mauvaise de leur danger. Il y a des gens qui est mauvaise, genre erronée. Erronée, ouais. D'accord. Erronée. On a tous les hivers des épidémies de grippe qui sont très importantes et on a nos réanimations qui débordent tous les hivers dans une relative indifférence générale et on a des gens qui meurent de la grippe. Et donc le Covid, là, vient se placer et nous fait percevoir le danger de ces infections respiratoires, donc ce qui permet quand même de mettre la lumière dessus. Après, il y a des comparaisons avec la grippe qui sont compliquées à faire. Ouais. Nous, on a l'impression que c'est la même gravité que la grippe, mais on dit ça en sachant que nous, on sait que la grippe, c'est grave. Donc il ne faut pas, quand on dit ça, dire que c'est pas grave, hein, au contraire. La différence avec le Covid, c'est le volume de patients. Il y a un tel volume de patients que même si la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de malades, je parle de la létalité en réanimation, est la même, elle concerne beaucoup plus de patients parce que le volume de patients est plus important. Voilà. Mais les infections respiratoires, c'est des infections qui tuent beaucoup tous les ans en France et qu'on a du mal à faire passer ce message-là. La preuve, c'est que les gens ne se font pas vacciner alors qu'il y a un vaccin qui marche et qui permet de se protéger. D'accord, très bien. Donc, attention à ne pas sous-estimer les autres infections respiratoires. Ah oui, exactement. Mais bon, là, c'est le temps du Covid. Il faudra ensuite... Chacun son tour. Chacun son tour. On va faire un petit calendrier. Très bien, merci. En parlant de grippe, justement, j'ai vu passer un article dans Pour la Science, qu'on salue, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, qui disait que les mesures sanitaires avaient apparemment permis de limiter la propagation d'autres maladies, en l'occurrence de la grippe. Alors ça, c'était en mars, au moment du confinement, dans l'hémisphère sud, je précise. C'est très, voilà.
Est-ce que vous pensez que justement la mise en place des mesures sanitaires ici maintenant pourrait limiter la propagation des autres maladies, sachant que c'est complètement hypothétique ce que je vous demande là? Vous avez le droit de ne pas répondre. C'est juste... Non, on peut répondre, mais on peut se tromper. D'accord. Donc c'est du La grippe, peut-être. ça a la même transmission que le SARS-CoV-2. Donc il est très probable que les mesures de protection marchent aussi sur la grippe. Dans l'hémisphère sud, alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on est décalé en hémisphère nord et l'hémisphère sud avec la grippe. Donc quand on regarde ce qui se passe à l'opposé du globe, on a une idée de ce qui va se passer chez nous. Hein. Et là, en Australie, il y a eu très peu de grippe. Donc on peut imaginer que les mesures barrières ont marché, d'autant que la grippe, c'est plus fragile que le SARS-CoV-2. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui montre que, par exemple, le SARS-CoV-2 reste 9 heures sur la peau, alors que la grippe, c'est 1 heure. Hein, donc le SARS-CoV-2 est beaucoup plus résistant. Et donc on peut imaginer que les mesures barrières vont avoir un impact sur la grippe, mais on peut avoir des surprises, hein, on peut se tromper, quoi. Mais ce serait logique de penser ça. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une espèce de compétition avec les virus. Donc c'est rare qu'il y ait des co-infections virales, c'est rare d'avoir plusieurs virus en même temps. Et en général, il y a des effets de compétition, donc on peut imaginer que si on a un qui prend la place, globalement, l'autre aura du mal à se développer. C'est marrant, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on en parlait rapidement en préparant aussi. J'avais cru comprendre que quand on était déjà un peu affaibli par un pathogène, il y en a un autre qui pouvait en profiter pour au contraire faire encore plus de mal. C'est faux ce que je dis ou... Non, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, mais il y a aussi une autre vision. Alors, encore une fois, hein, tout ça c'est hypothétique. Oui. Et on est dans le peut-être. On est dans le peut-être, on est dans la discussion. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose auquel il faut penser, c'est-à-dire que quand on a une infection par un virus, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réponse immunitaire, elle se met en place très rapidement. Et donc, on va avoir toute cette réponse immunitaire qui va déjà être développée dans le poumon, qui va être présente dans le poumon. Et donc, le pathogène suivant, le virus, par exemple, si on est déjà infecté par le virus, par le Covid, le virus de la grippe va arriver, mais il va arriver dans un environnement qui va être très néfaste pour lui. Il va être détruit très rapidement. Et donc, il n'aura pas le temps de se développer, de s'implanter, et puis donc de passer à une autre personne, à diffuser, quoi. Donc, il y a cette vision des choses. Ce que tu as dit au départ est vrai aussi. C'est-à-dire que quand on est infecté, par contre, on a des phases de fragilité où on peut être plus susceptible à être infecté par d'autres virus. Bon, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut encore travailler, et c'est très certainement des choses qui sont dynamiques en fonction du moment où on est infecté, de la gravité de la première maladie, de la circulation des virus. Il y a énormément de l'épidémiologie, il y a énormément de facteurs à prendre en compte pour cette réponse, quoi. D'accord, donc il y a encore plein d'inconnus. Si je peux répondre pour la co-infection, tout à l'heure on parlait de co-infection bactérienne. D'abord un virus, et puis secondairement il y a une bactérie qui va se greffer dessus. Et là c'est 40% des pneumonies virales qui ont une surinfection bactérienne. Et en fait le virus, il rentre dans la cellule, il n'est pas capable de pousser tout seul, hein. Lui il rentre dans notre cellule, il utilise notre machinerie pour en faire d'autres, et la cellule éclate. Et comme ces cellules éclatent, c'est nos cellules barrières, hein, la bactérie, elle arrive, il n'y a plus de barrière et donc peut ensuite diffuser. Par contre, quand c'est des virus, le deuxième virus, il a déjà ces cellules infectées qui sont utilisées et donc potentiellement, il a moins de facilité pour se développer. Oui. Donc, les maisons sont déjà pleines et du coup, il peut pas lui-même aller... Donc, les co-infections virales, c'est plutôt rare, mais les co-infections virales bactéries, ça par contre, c'est un classique et c'est ça qui peut être très délétère. Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut finir en rappelant un peu les mesures barrières contre le Covid, s'il vous plaît? Vous ne devez pas en avoir marre de le rappeler encore et tout. Non, mais on les connaît, tout le monde les connaît, tout le monde, mais ils sont importants de les rappeler, bien sûr. Il faut savoir que donc, il faut comprendre la physiopathologie du virus pour les comprendre. Et donc le virus, ça ne peut pas vivre tout seul, un virus. Ça veut dire que si on met du virus sur la table là, il va finir par crever au bout d'un moment. Et donc, au bout de combien de temps? Enfin, ça dépend des surfaces. Ça dépend des surfaces, ouais. Mais on a vu, et c'est les toutes premières études qu'il avait montré, que c'était de l'ordre de plusieurs jours en fonction des surfaces. Hein, du carton, du métal, du plastique, ça peut être plusieurs jours, donc plutôt de l'ordre de 1 à 2 jours, ce qui est quand même long. Et sur la peau, c'était 9 heures, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Mais donc, il va se multiplier dans nos cellules. C'est nos cellules épithéliales, les cellules de la peau ou les cellules épithéliales, c'est-à-dire celles qui recouvrent les surfaces, et notamment celles du nez. Et donc, les patients qui sont malades, ils ont beaucoup de cellules qui se multiplient dans le nez. Et donc, tout ce qui va faire des aérosols à partir du nez va être contaminant dans un cercle de 1-2 mètres. Plus on est loin, plus ça diminue. Donc ça, c'est une première forme de contamination. Et puis la deuxième, c'est qu'on touche ces liquides qui sont infectés, ces liquides plutôt respiratoires. Et puis qu'en les touchant, eh ben, on les remette, etc. Et puis on se les met sur la peau, etc. Et puis surtout sur la peau du visage et que ça nous infecte. Donc le masque, bien sûr. Mais se laver les mains, c'est capital. Il y a un débat qui tourne beaucoup autour du masque, pas le masque, machin, donc il le faut. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut se laver les mains et c'est aussi important. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre, mais en tout cas, ça ne doit pas être oublié et ça ne doit pas être oublié parce qu'il y a des débats sur le masque. Les mains, c'est capital. Très bien. Et ça l'était déjà les années précédentes, au moment de la grippe, au moment de tous les autres pathologies qui peuvent avoir lieu. Et ouais, effectivement, se laver les mains, c'est le plus important. C'est lavez-vous les mains, les enfants, on passe à table. D'accord. C'est ça. Mais il faut se laver vraiment régulièrement, tout le temps. Et puis dès qu'on a... en tout cas, en réanimation, par exemple, où on est dans des situations où il y a une densité de virus qui est potentiellement très importante, on se lave les mains tout le temps, hein, avant de rentrer dans une chambre, quand on sort d'une chambre, etc. Mais aussi à chaque fois qu'on va toucher notre masque. Ça veut dire qu'on ne met jamais la main au visage pour remettre son masque si on ne s'est pas lavé les mains avant, par exemple. Hein. Et donc, il faut vraiment avoir cette dynamique-là en tête. Très bien. Merci beaucoup sur ces beaux conseils. Avec grand plaisir. Merci.